Toujours un peu dans la même démarche méthodologique qu'on avait adoptée pour le premier panel, je souhaiterais, après avoir eu un peu le point de la situation sur le marché en Tunisie, je souhaiterais faire appel à M. Edouard François de Langsin, qui est le Managing Director of the European Institute of Financial Regulation. Il est aussi Special Advisor à l'Europlace de Paris et qui justement va aborder la question, et ça c'est un peu la dimension internationale, du développement, comment rendre le marché financier tunisien plus attractif et notamment pour financer l'économie réelle. Donc c'est une contribution qui nous vient, je dirais, de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je voudrais juste, pour lancer un peu la discussion tout à l'heure, vous disiez, Monsieur Langsin, en parlant justement des possibilités de développement de la place financière de Tunis et des perspectives et des conditions, je dirais, de succès. Ma question est la suivante. Nous savons tous qu'une place aussi fameuse que la place du Paris a du mal à se maintenir et à maintenir sa position par rapport à d'autres places qui sont beaucoup plus agressives, etc. Et elle est en train de perdre des positions. Comment peut-on envisager, quelles sont les chances réelles d'une place aussi réduite et dans un contexte post-révolutionnaire, dans un contexte de transition, peut-on imaginer de faire, disons, dans un horizon raisonnable, de la place financière tunisienne un site réellement attractif, et notamment pour ce qui nous concerne tous, le financement de l'économie réelle. Merci. Qui sont effectivement assez fondamentales. Je vais essayer, dans un laps de temps le plus court possible, de répondre clairement. Dans ce titre, je disais place financière ambitieuse. Et la question qu'il y a pour Paris, pour Tunis, c'est de définir le niveau de l'ambition. Première question qui est un petit peu difficile. Deuxième point, vous avez fait allusion au fait qu'on a des difficultés. Oui, nous sommes tous en train de faire face à des turbulences significatives. C'est vrai en Europe, c'est vrai en France, c'est vrai aussi aux États-Unis, et c'est vrai en Tunisie. En Europe, on est en train de faire face aussi à notre révolution. On a une véritable révolution. C'est-à-dire que le positionnement du pouvoir européen par rapport au pouvoir des différents membres des pays d'Europe, les 27 pays, est d'une certaine manière assez révolutionnaire. C'est-à-dire comment on va aligner la gouvernance de l'Europe par rapport à la réalité d'une monnaie unique, c'est-à-dire comment on va faire un pilotage économique d'ensemble, comment on va répondre à toutes les questions que vous avez posées aujourd'hui pour la Tunisie, comment nous allons y répondre, non pas uniquement tout seul en France, mais avec tous nos amis de la zone euro 17 et de la zone européenne. Et inéluctablement, les marchés nous demandent de répondre de manière courageuse et ambitieuse en changeant notre gouvernance. Et ce changement de gouvernance est aussi une forme de révolution pour l'industrie financière et les différentes industries en Europe. Donc, turbulence, nous partageons tout ça. Il est clair que, au milieu de ces turbulences, dans la crise que nous vivons tous, la croissance s'appuie sur une finance robuste. C'est-à-dire que le défi que nous avons dans cette turbulence, c'est de se dire, notre industrie financière, est-ce qu'elle est partie du problème ou est-ce qu'elle est partie de la solution? Et bien entendu, ce que nous, on essaie de développer à Paris Europlace, c'est de faire en sorte que la finance, je vous rappelle, la finance, c'est le fuel pour la croissance. Tant qu'on n'a pas une finance efficace, on n'aura pas la manière de financer la croissance. Donc nous devons faire en sorte que nous organisons la dynamique de la finance tunisienne, européenne ou française, de telle manière que nous soyons la source de la solution et non pas du problème. Alors évidemment, tout ça est compliqué puisque tout bouge. Le titre de la conférence aujourd'hui, c'est « Un projet inachevé ». Ça sera probablement toujours un projet inachevé.
Parce que tout bouge en permanence et toute la question de l'organisation d'une place financière ou de l'industrie financière, c'est la capacité de s'adapter en permanence à un monde qui bouge. Et le monde ne va pas s'arrêter. Et on ne va pas arrêter le monde pour prendre le temps de s'organiser. Le défi que nous avons, c'est effectivement de changer les pièces du moteur dans un avion qui continue à voler. Pas d'attendre qu'il soit au sol. Et donc, ce monde qui est important, c'est ce monde qui devient multipolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un monde assez simple, dirigé par le dollar, par les Américains, etc., etc. Et là, on est dans un monde dans lequel on voit la Chine, on voit l'Amérique, on voit le Brésil, on voit donc la place de l'Europe, quelque part, qui doit prendre sa place, on voit la place de l'Afrique, on voit la place du Maghreb. Et donc, ce monde multipolaire va être fondé sur une conception très importante, c'est la diversité. Ce n'est pas l'uniformité, c'est la diversité. C'est-à-dire comment on va intégrer la finance islamique, la culture de ces pôles, dans quelque chose qui sera compatible. Compatible, parce que les méthodes seront compatibles en Amérique par rapport à l'Europe, etc. Donc cette compatibilité, qui va être gérée par le G20, doit être analysée dans chacun des pays pour maintenir la diversité et en même temps être compatible avec ce qui va se passer en Chine, en Europe et en Afrique et en Amérique. Donc, on va parler toujours un peu de méthodologie. L'ambition doit être une ambition collective. Mais cette ambition, elle passe par une bonne analyse du point de départ. Et quand je dis le point de départ, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'autoflagellation permanente, et ça, nous, en France, on est très forts pour ça, et on n'est pas seul. C'est d'arriver à identifier les atouts déjà existants à partir desquels, en l'état de ces atouts, on peut déjà avancer. Donc, la première étape de la feuille de route, de la roadmap, c'est d'arriver à bien faire cette analyse des atouts. Donc, on a vu un certain nombre de chiffres sur la situation de la finance tunisienne. On n'a pas bien vu suffisamment les besoins des entreprises derrière ça. Et dans les atouts, il y a les besoins des entreprises, il y a la situation actuelle. Comment, à partir de la situation de départ, on peut, dans un certain horizon d'ambition, fixer des étapes concrètes dans lesquelles on peut progresser demain, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans forcément attendre qu'il y ait des nouvelles législations. Alors pour ça, bien entendu, on passe toujours par, comme pour tous les consultants, une définition d'un certain nombre d'acteurs, mais on parle de la bourse. Donc la bourse, elle est au sein d'un écosystème. Cet écosystème, il faut bien en avoir une vision complète et s'assurer que chacune de ces boules, on puisse comprendre les différents enjeux, les différentes dynamiques, les différents défis de chacune de ces boules. Je vais juste passer en revue. Donc, j'ai mis en numéro 1 les entreprises, en numéro 2 les investisseurs, puisque ce sont les deux partenaires fondamentaux de l'écosystème. Et puis derrière, il y a tous les outillages, les services titres, la logistique, les sociétés de bourse, les infrastructures de marché, les moteurs sont absolument essentiels, la régulation, et les autorités politiques. Clin d'œil, je les ai mis en numéro 7. Et donc, autre vision un petit peu de la même chose, mais là, je le présente un peu différemment, c'est la recherche des équilibres. C'est-à-dire que toute la démarche que nous essayons de faire au sein de Paris Europlace, c'est de trouver des équilibres. Et le premier équilibre important, c'est entre les investisseurs et les entreprises. Donc, on a parlé aujourd'hui de la dette. Comment les entreprises voient-elles leurs besoins de financement par la dette obligataire, par exemple, ou par la dette longue des banques, ou par la dette courte des banques. Donc, quel est le besoin des entreprises? Ça, c'est l'élément fondamental. En face de ça, il y a les investisseurs, les épargnants, la politique de l'épargne. Les investisseurs, bien, ils ont accumulé de l'épargne, et cette épargne, il est socialement nécessaire de trouver des mécanismes qui permettent de garantir que dans 30 ans, elle sera toujours là, et que dans 30 ans, elle aura fait des fruits. Donc on a à définir un besoin de ces épargnants, et ces besoins de ces épargnants, bien entendu, ce n'est pas chaque individu qui va gérer et optimiser son épargne, il va devoir passer par des intermédiaires d'investisseurs, qui vont être l'assurance vie, des fonds de pension, et tout le métier de la gestion. Donc tout le problème, c'est comment on va faire monter en parallèle
le métier de la gestion qui va pouvoir s'investir dans l'économie réelle et le listing, comme vous avez comme objectif ou ambition, à partir de 60-70 entreprises listées, passer à 100 entreprises listées. Quelle va être l'ambition de passer de 3% de dette à beaucoup plus? Bon. Mais en parallèle à cela, il faut qu'il y ait une stratégie qui fasse monter les investisseurs et les sociétés de gestion, puisque s'il y a un décalage entre les deux, soit effectivement vous allez perdre le contrôle et ces investisseurs étrangers qui viendront, soit il y aura rupture dans ce financement par les marchés. Et puis en dessous, il y a à organiser toute cette filière entre sociétés de bourse, market infrastructure, etc. etc. Donc, ce que nous pensons, c'est que pour arriver à gérer cette dynamique, gérer les équilibres entre toutes ces composantes qui sont toutes compliquées, qui ont toutes des intérêts différents, on l'a dit à plusieurs reprises ici, nous, ce qu'on a trouvé comme idée, c'est d'arriver à avoir une place financière. Et ce n'est pas la même place que financière que la City of London. La City of London, c'est juste les financiers qui se parlent entre eux. Bon, c'est une méthode. Nous, on pense que la place financière, c'est une structure qui représente la real economy. C'est-à-dire qu'on met autour de la table tout un ensemble de composants qui ont des intérêts différents, mais qui au total ont une ambition commune. C'est-à-dire de financer la croissance du pays, de contribuer à l'emploi. Ça, c'est l'objectif commun des banques, des entreprises, des PME, du Trésor, des politiques, etc., et des régulateurs. Et tout le problème, c'est d'arriver à assembler tous ces gens autour de ce que j'appelle un centre de service qui, comme une entreprise, doit générer de la valeur. Elle doit générer de la valeur pour la place de Tunis, elle doit générer de la valeur pour la place de Paris. Et cette valeur, elle va se matérialiser par est-ce que les gens vont choisir de venir ici, soit en tant qu'investisseurs, soit en tant qu'entreprise, ou est-ce qu'elles vont aller ailleurs? C'est très concret. Et en fonction de cette mesure, ce benchmark, eh bien, la responsabilité de la place, c'est d'arriver à définir les conditions pour qu'effectivement, elle soit appétissante. Donc là, cette place, et nous en France, on a beaucoup travaillé là-dessus, puisqu'on a les mêmes débats que vous, et on va arriver aux mêmes conclusions que vous d'ailleurs, c'est de se dire que si on veut remplir notre responsabilité, il faut développer une stratégie d'investissement long terme. Une stratégie d'investissement long terme, c'est-à-dire trouver les véhicules du côté des investisseurs qui permettent de financer les pensions, les retraites, et qui permettent de financer les infrastructures et les investissements longs des entreprises. Et donc, le gouverneur en a parlé tout à l'heure. Il a dit la finance doit être une logistique sur laquelle vont s'appuyer les entreprises pour aller de l'avant et en particulier aller à l'étranger. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que la place financière, à travers son industrie financière, c'est un camp de base. C'est un camp de base lorsqu'on est en montagne pour aller plus loin. Donc on doit organiser ce camp de base. Et ce camp de base doit permettre aux acteurs du camp de base, qu'ils soient banques, assureurs ou entreprises, à aller plus loin. Aller dans la région, ailleurs dans le Maghreb, aller plus loin en Afrique ou aller plus loin dans le monde. Et l'organisation de ce camp de base est absolument un élément essentiel de la stratégie positive d'une industrie financière. Et donc, le problème, c'est qu'on l'a bien vu en sortant de la crise. En sortant de la crise, depuis 4-5 ans, on travaille sur la stabilité des banques. Et en travaillant sur la stabilité des banques, on a oublié un certain nombre de dimensions. Les conditions de la croissance. Et les conditions de la croissance, c'est les trois piliers de la finance qu'il faut assembler. Les trois piliers de la finance, c'est les besoins des entreprises. Les besoins des entreprises, et en particulier des PME, puisque dans les périodes de tension et de turbulence, c'est toujours les plus faibles qui vont payer la facture, et les plus faibles en économie, c'est d'abord les PME. Donc le risque dans la stratégie générale de stabilité, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une rupture dans le financement des PME. Donc, il faut bien analyser de manière concrète le besoin des PME. Deuxièmement, il faut analyser le besoin des investisseurs, je l'ai dit tout à l'heure, et entre les investisseurs et les entreprises, pour que le matching se passe, il faut redéfinir la stratégie d'intermédiation. Et comme vous le savez, même si BAL 2 est en cours ici, mais enfin il sera demain à BAL 3, on est en train de changer le modèle de financement. Ce n'est pas juste une question de régulation. On est en train de changer le modèle de financement, où vous savez qu'en Europe, et ici c'est pareil, on a un financement conduit par le crédit.
Et on va évoluer d'une certaine manière dans lequel les marchés vont devoir prendre plus de position. Et l'équilibre entre marché et crédit est un équilibre très compliqué. Il va falloir qu'on adapte les mécanismes pour savoir comment on va atterrir vers un bon équilibre qui permette, comme on a dit tout à l'heure, de desserrer les contraintes du côté des banques et de donner une meilleure responsabilité au marché pour se mettre directement en face du besoin des entreprises. Avec une autre petite branche qui se met directement entre entreprises et investisseurs, ce qu'on appelle la finance alternative ou qu'on appelle le shadow banking. Comment on va positionner cet équilibre? Ça, c'est une question tout à fait essentielle. Et en France, on essaye d'adresser cette question en restant dans un modèle de banque universelle. C'est-à-dire, une banque universelle, c'est une banque qui, a une relation longue avec son client et qui est capable d'offrir au client toute une palette d'instruments du crédit court, du crédit long et à l'accès au marché, et qui aussi partage une culture de risque basée sur cette culture crédit. Donc il est tout à fait important que ce modèle de banque universelle s'adapte à la nouvelle dimension de Bâle III. Elle est radicalement différente de ce que peut être le modèle américain, qui, bien qu'ils vont aussi vers la banque universelle, ils ont un système où 80% de l'économie est financée par les marchés, donc leurs contraintes et leurs méthodes seront différentes. Ici, on est plutôt dans un modèle que l'on connaît bien en Europe, et là, il va falloir piloter très progressivement. Alors, une autre approche de cela qui synthétise ce que je viens de dire, c'est un petit peu ce que j'appelle la preuve par neuf. On a 3 défis. On a un premier défi, je vous disais tout à l'heure, c'est comment on trouve un équilibre entre stabilité, solidarité et croissance. Depuis 5 ans, on a donné la priorité à la stabilité et à la solidarité en oubliant la croissance. Le système ne boucle pas. Le système post-Solvency II, qui est la règle prudentielle en matière d'assurance en Europe, et Bâle III, eh bien, ça ne bouclera pas le financement de l'économie. Donc nous devons revisiter cette régulation, le calibrage de cette régulation, pour introduire les conditions de la croissance. Messieurs les politiques, si vous voulez de la croissance, il faut que vous choisissiez entre stabilité et croissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la stabilité, qu'il faut trouver l'équilibre qui permet de maintenir ce triangle en bonne situation. Nous sommes en train de travailler très fortement actuellement à Paris sur quelles sont les conditions de la croissance qui respectent bien entendu le bon sens de la stabilité. Deuxième, je vous l'ai déjà dit, comment on trouve l'équilibre entre le besoin d'entreprise, le besoin des investisseurs et effectivement le besoin de l'intermédiation financière dans le modèle banque universelle avec l'équilibre, etc., marché de crédit. Et le troisième, qui est assez essentiel, et c'est l'objectif d'ailleurs de l'institut que je préside, qui est European Institute of Financial Regulation, c'est que la régulation, c'est important. Et la régulation, c'est trop important pour le mettre uniquement entre les mains des régulateurs. Et la régulation, ce n'est pas juste la course du gendarme et du voleur. C'est le gendarme et le citoyen. C'est-à-dire que la régulation, il faut bien que les 2 composantes, régulateur et régulé, soient autour de la table. Il faut qu'elles soient autour de la table pour bâtir une régulation qui trouve son équilibre entre des mouvements contraires. Protection de l'investisseur, protection de l'industrie contre elle-même, capable d'absorber de l'innovation sans tout changer. Et pour ça, il faut de la confiance. Il faut trouver des conditions de confiance entre les régulateurs et les régulés. Ce genre, effectivement, de manifestation qui permet de partager des business practices, des pratiques de marché, ou qui permettent de mieux comprendre les contraintes des uns et des autres, sont effectivement des contributeurs aux conditions de confiance qui sont essentielles pour faire fonctionner une régulation équilibrée. Alors, les réseaux de places financières, donc là, sont essentiels. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, une place financière, c'est important, mais la place financière, ce n'est pas juste une place qui est en compétition avec une autre place. Pour nous, notre défi, ce n'est pas juste d'être Paris contre Londres ou contre Francfort. C'est d'abord de faire partie d'un réseau positif, c'est-à-dire un réseau qui va s'enrichir mutuellement pour effectivement créer une dynamique de finances positive. C'est la même chose, Tunis doit se mettre dans un réseau, travailler avec d'autres phases financières pour effectivement enrichir cette diversité et cette compatibilité entre eux. Et cette place financière ou ces places financières doivent effectivement s'appuyer sur des règles communes, sur
une régulation commune sur des infrastructures les plus intégrées possibles. Donc nous, à Paris, cette place financière est organisée comme la suivante, est organisée comme une petite entreprise avec 4 business units. Hein. Première business unit, c'est de définir de manière innovante les conditions structurelles du fonctionnement de la finance pour les entreprises. Deuxièmement, c'est de voir comment on peut être innovant en recherche. Hein. On a besoin de beaucoup d'innovation, ça a été mentionné ici, et donc il faut organiser la relation entre le financement privé et les universités pour que la recherche permette à l'industrie financière de répondre à la complexité et aux risques de nos clients par des produits simples et qui vont couvrir les risques. Dans les années 2000, on a répondu à la complexité par des produits complexes. Aujourd'hui, nous devons répondre à la complexité par des instruments simples. Pour ça, il faut beaucoup de recherche. Une fois qu'on a des bonnes structures et une bonne recherche, eh bien, il faut aussi une innovation entrepreneuriale. Il faut faire naître, à travers des clusters, des pôles de compétitivité, des PME qui vont développer des produits informatiques pour améliorer les systèmes de paiement, pour améliorer les systèmes de risque, pour améliorer les systèmes d'allocation d'actifs pour la gestion, etc., etc. Donc, cette innovation va se transformer à travers une dynamique sur des PME innovantes. Et le quatrième branche de ces business units, c'est les business practices. Comment nous allons partager ce qu'on fait aujourd'hui avec d'autres places financières, avec d'autres pays, hein, ce que nous estimons être des bonnes business practices. Avant-dernière slide, ça va faire peur tout ça, mais effectivement ce qui est important c'est de montrer qu'on a un double mouvement top-down et bottom-up. Hein, il va y avoir une compatibilité instillée par des structures mondiales, et là j'ai marqué du G20, etc., etc., etc. Il y a des structures régionales au milieu qui vont devoir décliner tout cela. Et puis on va avoir les systèmes locaux. Et à la fin, on en a parlé beaucoup au niveau de la gouvernance, hein, on va décliner cette chaîne de risque hein, au niveau de la banque. Et ça c'est effectivement ce qu'on a appelé la gouvernance, c'est-à-dire toute la culture risque qui va au plus profond des banques, doit être cohérente avec l'ensemble de cette dynamique risque qui va être gérée au niveau du monde. Et là, c'est en quoi les directions opérationnelles sont sensibles au risque, en quoi les directions du risque sont bien articulées à l'intérieur de la maison, en quoi le comité des risques va être capable de définir l'appétit au risque de l'entreprise et être capable de contrôler que cet appétit du risque est effectivement mis en œuvre. Et comment tout ça va remonter auprès du superviseur et du régulateur. Enfin, pour conclure, il est clair que nous sommes dans une crise historique. Et dans ces crises historiques, on est confronté à un autre défi, c'est le scepticisme. Nous rencontrons dans nos élites, en France en particulier, beaucoup de scepticisme. Et ce n'est pas le scepticisme qui sera capable de faire face à cette crise historique. Le scepticisme nous permettra de sortir par le bas. L'optimisme, et là je cite un article que j'ai vu dans cette très brillante revue que vous connaissez tous, là, un bel article qui commence par « Peut-on être optimiste ?» et qui conclut par « Osons être optimistes ». Et entre le début et la fin, bien entendu, celui qui a écrit cet article n'est pas un naïf, il a identifié les problèmes, puisque l'optimisme, ce n'est pas la naïveté, c'est de bien comprendre les problèmes à résoudre, mais pour pouvoir les résoudre, il faut être d'abord optimiste. Et donc, voilà, les conditions pour sortir de tout cela, c'est que l'avenir est bien entre mains. Il ne faut pas forcément atteindre les nouvelles régulations pour pouvoir s'en sortir. À travers des pratiques de marché, on peut dès aujourd'hui dynamiser l'industrie financière pour qu'elle définisse des actions immédiates pour améliorer le sujet. Il faut un jeu collectif, il faut une vision et il faut avoir un optimisme industriel. Et je termine par un clin d'œil. Voilà. Hein, l'équilibre, c'est effectivement être à la fois le pilote de la girafe et le pilote du teckel. Merci et bon courage.